Merci François. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, notre table ronde elle est consacrée aux nouveaux usages et aux enjeux industriels de la 5G. Alors je voudrais remercier nos deux intervenants qui ont accepté de participer à ce travail, puisque c'est un travail quand même. Donc Philippe Lucas, qui est executive vice-président de la direction Customer Equipment et Partnership à Orange, et qui s'occupe donc de la stratégie globale des portefeuilles de smartphones et des services innovants associés, ainsi que de l'Internet des objets, pour l'ensemble des marchés où le groupe Orange est présent. Alors auparavant, il a été très impliqué dans la normalisation des systèmes mobiles et je le remercie beaucoup. Marc Charrière, qui est de Nokia, il est directeur des affaires publiques France chez Nokia et secrétaire général de Nokia France depuis janvier 2016. Il est également président de la commission réseau de l'AFNUM, l'Alliance française des industriels du numérique, et président de la commission numérique de la FIEC. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Alors, pour l'organisation pratique, chacun de nos deux intervenants va faire d'abord une brève présentation, un quart d'heure, 20 minutes ont été généreusement alloués. Et puis ensuite, eh bien, le contenu, ça sera vous qui l'alimenterez par vos questions aux deux intervenants. Et donc, je propose que, Philippe Lucas commence tout de suite son intervention. Et puis ensuite, Marc Charrière le suivra. Et enfin, on attendra la salle pour les questions. Merci Patrice. Bonjour à vous tous. Je vais me lever pour aller ici. Si on peut revenir au début, c'est encore mieux. Voilà, merci beaucoup. Je suis très honoré d'être invité et essayer de vous parler un petit peu de 5G aujourd'hui. Avant de parler de 5G, j'ai peut-être vous donner un peu mon pédigré, en plus de ce que tu as dit, Patrice. Je suis tombé dans le mobile quand j'étais petit. J'ai commencé ma carrière dans une belle entreprise. Chaque fois que j'en parle, elle n'existe plus vraiment. Donc, chaque fois que j'en parle, j'ai très beau dans la voix, un peu de larmes qui dans les yeux, etc. Ça s'appelait Matra Communication, avec des gens assez exceptionnels, avec qui j'ai tout appris sur le mobile, vraiment. Et après, je suis allé chez SFR, et ensuite quelques startups, et ensuite je rejoins cette très belle entreprise qui est Orange. Et pendant une vingtaine d'années, j'ai fait, avant de faire ce que je fais depuis maintenant 1 an, j'ai fait en grande partie des aspects normalisation. 3G, je dois être le premier ingénieur à avoir travaillé sur la 3G en France, avant que France Télécom y travaillait, chez Matra. Et ensuite, évidemment, on a déployé la 2, la 3, la 4. Et puis maintenant, on arrive à la 5e génération. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu d'éléments de ce que moi j'ai comme visibilité. Et puis, vous expliquer un peu pourquoi Orange s'intéresse tant à la 5G que ça, comme les autres opérateurs d'ailleurs. Et puis, vous donner un petit peu aussi, je pense, un élément important de contexte en termes de marché, pour vous dire que finalement, aujourd'hui, elle n'a pas encore complètement décollé, la 5G. Donc, quand j'entends des gens qui me disent qu'elle est en retard, que la France est en retard, voire que l'Europe est en retard, bon, je pense que pas trop s'inquiéter non plus. 2021 va être réellement le vrai départ de la 5G dans l'Europe et donc vraisemblablement dans le monde. Et principalement, non pas parce que à cause de la disponibilité des réseaux, mais plutôt avec une arrivée massive de terminaux 5G, ce qui n'était pas encore le cas jusqu'à présent. On peut peut-être passer au slide suivant. Merci. Donc, déjà, pourquoi la 5G? Déjà, pour votre info, Elsa Gombaron, si vous la regardez sur le Figaro, dit qu'on accroît nos débits de 40% par an actuellement. C'est assez vrai en France. Il y a des pays en Europe où on voit les débits augmentent encore plus. Et c'est vrai que sur les 5-10 dernières années, on était à un rythme à peu près d'un x2 par an. À partir du moment où on a lancé la 4G en 2013-2014, les débits ont cessé d'accroître de façon phénoménale. Et nos clients, à chaque fois qu'on leur donne du débit, ils le consomment. Je ne dis pas que c'est forcément bien d'ailleurs ce qu'ils font, hein. À la rigueur, c'est pas à nous de juger. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'ils le consomment. Et donc, on arrive aujourd'hui sur des enjeux qui sont doubles. Aujourd'hui, on n'a que 3 milliards de personnes. On a encore 3 milliards de personnes à connecter sur la planète. Et puis, deuxièmement, vous avez tous entendu parler des 25 milliards d'objets qu'on peut connecter en cellulaire. Je dis en cellulaire parce qu'évidemment, vous en avez plein d'autres qui sont connectés mais qui ne sont pas en cellulaire. Et là, aujourd'hui, on est au début du commencement du démarrage.
Et donc, pour faire tout ça, est-ce que les technologies actuelles sont suffisantes? Et la réponse, elle est non. En 4G, je dis aujourd'hui, on va atteindre en 2022-2023, j'avais les prévisions il y a quelques jours, on aura 100% du parc, quelques exceptions près, qui seront en 4G, en smartphone 4G. Donc il n'y aura quasiment plus de terminaux 2G, quasiment plus de terminaux 3G only. Et donc on aura quasiment que du 4G en France en particulier, et puis dans les pays qui nous entourent dans la foulée. Et donc en Europe pour démarrer. Ce qui veut dire que d'abord les gens consomment beaucoup de data et en certaines zones denses, on commence à avoir des zones pas encore de saturation forte, mais je dirais, de congestion de nos réseaux et donc qui justifie l'arrivée d'une nouvelle technologie ou en tout cas à minima de nouvelles bandes de fréquences pour pouvoir aller chercher la capacité et offrir la capacité supplémentaire à nos clients. Il se trouve que ça correspond avec l'arrivée de la norme 5G qui vient d'être finalisée il y a à peu près 2 ans, que nos charmants industriels implémentent dans les réseaux d'un côté et nos charmants industriels des terminaux implémentent de l'autre côté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à une date à laquelle on pense qu'il est préférable de passer à la 5G. Pour plusieurs raisons. Je viendrai après sur les usages dans un deuxième temps, mais déjà sur un problématique capacitaire. Un, pour générer la capacité, pour s'assurer que la capacité qu'on va offrir soit la bonne et répondre aux attentes et aux besoins de nos clients. Et puis deux, l'autre point qui est réellement intéressant, c'est sur la partie qualité de service. Et puis, vous allez voir qu'en fait, on va avoir un débit moyen supérieur en 5G, en 4G. Et c'est ça que le client va avoir. On ne va pas parler du gigabit par seconde qu'on va offrir aux clients en pied de cellule, ce n'est pas le sujet. C'est plutôt de passer d'un débit moyen de 30, 40 à 50 mégabits par seconde à un débit largement supérieur grâce à la 5G. Donc, quand je dis largement supérieur, on va approcher des 100 mégabits. Je ne sais pas encore à quelle échéance, très clairement, mais ce seront des débits moyens par utilisateur. Et ça, c'est super important d'avoir ça en tête, se dire que finalement, on accroît le débit moyen par client grâce à l'arrivée d'une nouvelle technologie qui est la 5G, qui est aussi, il faut le rappeler, dans une configuration de réseau équivalente, plus efficace d'un point de vue efficacité spectrale et également moins énergivore. Encore une fois, à configuration réseau identique par rapport à la 4G. Donc, plutôt des bonnes nouvelles, en tout cas d'un point de vue technologique et d'un point de vue support aux capacitaires pour les réseaux qu'on a à gérer. Si vous passez au slide d'après, l'intérêt aussi pour nous, il est triple d'un point de vue usage. Le premier, ce que je rappelle, alors moi je ne vois pas bien les slides, mais je les connais par cœur, donc je devrais y arriver. Sur le premier point, c'est d'accroître le débit moyen par client. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle le MBB ou le IMBB, le EMBB en anglais, électronique ou Enhanced, Mobile Broadband. Et donc, l'idée dans la 5G, c'est qu'on accroisse le débit moyen des clients. Premier sujet. Donc, en gros, c'est de la 4G+++. Je vous le fais court. Le deuxième élément, c'est de pouvoir potentiellement utiliser la 5G pour offrir de l'accès fixe dans les zones dans lesquelles on peut avoir des limites. Ce n'est peut-être pas exactement ce qu'on va faire en France parce que la France a décidé massivement d'aller sur de la fibre, mais il y a un certain nombre de pays dans lesquels Orange est impliqué, pour lesquels cet aspect, ou en tout cas la 5G, peut être une alternative intéressante pour aller couvrir des zones dans lesquelles il est plus compliqué ou économiquement plus complexe d'aller y offrir de l'accès fixe et de la fibre. Et le troisième, qui est ce qu'on pourrait appeler, je dirais, la vraie 5G au sens de ce qui a été conçu, en tout cas par les ingénieurs qui ont fait la norme, qui est plutôt d'aller chercher finalement, d'avoir des choses très très riches d'un point de vue industriel, et finalement d'avoir des réseaux cellulaires publics et ou privés d'ailleurs. On travaille avec mes amis de Nokia sur des déploiements plutôt privés entreprises, pour le marché entreprise. Et on pense que là, il y a un réel gisement de services et de valeur à aller chercher, avec ce qu'on appelle le slicing, la découpe d'un réseau en tranches, qui consiste à dire, je peux avoir différentes qualités de service. Je le fais encore une fois court, et on pourra rentrer dans les discussions un peu plus tard. Le réseau en tranches, et en fonction de ce qu'on veut y mettre, les devices se connectent à telle ou telle tranche en fonction de je dirais, les contrats que les opérateurs peuvent avoir avec les clients. Et ça, c'est une réelle avancée, c'est une réelle disruption par rapport à la 4G. Et donc, pour ça, pour arriver à cette partie-là, il faut d'abord démarrer
par la première partie qui consiste à décongestionner nos réseaux 4G. Prochain slide. Alors, en termes de timing, on en est où? Je vais vous passer toute la partie normalisation qui date maintenant d'une dizaine d'années, et je vais vous passer tout ce qu'on a pu faire en recherche, en tout cas chez Orange et chez d'autres opérateurs et dans l'industrie depuis ces 10 dernières années. Aujourd'hui, vous savez tous qu'il y a à peu près 2 ans, on a vu apparaître les premiers réseaux qui se sont déployés donc en Corée, donc en octobre 2018, suivi d'assez près par les États-Unis avec AT&T et Verizon, qui ont démarré dans des bandes de 28 GHz, donc du millimétrique, avec des couvertures relativement faibles pour ces 2 opérateurs. Et je n'ai pas les chiffres de ces dernières semaines, mais quand j'ai fait une petite analyse du marché américain et coréen fin du mois de mars de cette année, ou fin du mois de mai, en Corée, on arrivait à 6 millions de clients. Alors vous allez me dire 6 millions de clients en 5G, c'est extraordinaire. Oui, et à la fois, ça ne fait que 10% du marché, donc après quasiment 1 an et demi de déploiement. Et aux États-Unis, donc à peu près à la même date, on était à 1,5 million de clients 5G, et donc clairement avec 1 million chez Verizon et 500 000 chez AT&T. Tout ça pour vous dire que c'est sûr qu'avec la couverture qu'ils avaient, qui était relativement faible, les choses n'étaient pas forcément les meilleures. Il se trouve que récemment, AT&T a démarré une couverture de la 5G en 800 MHz, et on peut espérer, avec l'arrivée de nouveaux terminaux, que AT&T accroisse son chiffre d'affaires, ou en tout cas son parc de clients connectés en 5G. Et puis vous allez voir également un autre opérateur aux États-Unis qui est très intéressant, qui s'appelle T-Mobile, qui a des bandes de fréquence à 600 MHz, et qui est relativement d'ailleurs très avantagé par rapport aux autres, et qui lui va démarrer la 5G très très rapidement, et on pense, dès lors qu'il aura les terminaux, ce qui n'est pas forcément la chose la plus simple pour eux, ils ont une bande qui est un peu particulière sur la planète, les choses vont aussi s'accélérer de leur côté. Reste quoi? Reste la Chine. La Chine, c'est plus un mystère. Aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas les chiffres très, très détaillés pour le nombre de clients, mais n'empêche, on voit bien que la Chine est très active sur le sujet 5G. Et puis, pour les autres pays, a démarré en mai dernier, en mars dernier, nos amis japonais. Et au bout de 2-3 mois, ils en étaient encore à 50 000 clients. Donc, on n'a pas encore un facteur important. Et puis, nos amis de Deutsche Telekom ont aussi démarré, un certain nombre de pays en Europe, pareil chez Swisscom. Encore une fois, ce n'est pas encore le raz-de-marée. Alors, pourquoi ce n'est pas le raz-de-marée? Si vous vous placez aujourd'hui en 2020 sur le marché, j'ai en gros vendu à date, en gros, un terminal Orange et, je vous le fais court, 1 ou 2 terminaux Samsung. D'accord? Ça ne fait pas un marché. Je pense que vous avez tous réalisé que l'iPhone n'était pas encore disponible en 5G. Elle sera peut-être dans les prochaines semaines. En tout cas, ce n'est pas encore le cas. Et puis, à côté de ça, les autres acteurs, ils ne sont pas encore sortis du bois. Ils vont arriver dans les prochaines semaines. Et là, j'ai 3 ou 4 terminaux 5G sous la main. J'en ai encore quelques-uns à mon bureau. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, à part les réseaux de test, je n'ai pas vraiment de lieu en plus pour pouvoir les tester. Donc, ces terminaux-là, c'est le slide qui suit. Ces terminaux-là vont arriver massivement à la fin de l'année avec plusieurs caractéristiques. La première, c'est que le prix des devices en 2019 était de l'ordre de près de 700-800 euros en moyenne, voire 1000 euros pour les devices 5G. Et on va atteindre d'ici la fin de l'année des prix à 399, 299, prix public, grand public. Donc, avec des marques de type Xiaomi, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, et Oppo, qui est aussi un nouvel arrivant sur le marché européen, qui est là aussi pour reprendre des parts de marché de nos amis de Huawei qui ne sont pas forcément dans la meilleure des configurations actuelles. Et donc, aujourd'hui, tout le monde se précipite sur le marché des terminaux pour aller essayer de voir s'ils peuvent rapiller quelques parts de marché ou quelques points de part de marché que Huawei est en train de faire. Donc, la situation est intéressante, c'est qu'on voit apparaître donc, en gros d'une quinzaine, vingtaine de terminaux, en tout cas de modèles en 2020, d'ici la fin de l'année, encore une fois, vous en avez 2 ou 3 en début d'année, à une 60, 70 courant de l'année prochaine, en gros une centaine, sur des marchés matures. Et donc là, vous allez voir, non pas un raz-de-marée pour un raz-de-marée, mais une véritable appétence pour aller acquérir, en tout cas, pour que les clients acquièrent des terminaux avec donc, la technologie 5G. Sinon, en termes de déploiement, j'étais un peu rapide sur le slide qui précède. En termes de déploiement, vous savez tous qu'en France, aujourd'hui, les enchères ont bientôt démarré, que pour l'instant, aucun opérateur ne peut démarrer dans la bande 3.5 GHz, en tout cas à date, et qu'on attend que les enchères se terminent pour que les opérateurs puissent lancer massivement également leurs offres.
Ça, c'est un premier point. Et deuxième sujet pour nous chez Orange, c'est qu'on a déjà démarré le sujet, enfin, en tout cas la 5G en Roumanie. On l'a déjà démarré en Espagne lundi de la semaine dernière, donc il y a une semaine. Et puis on a également lancé la 5G en Pologne récemment. Et donc tout ça pour vous dire que on est très actif dans les autres pays européens pour lancer cette technologie sur les zones de couverture qui, pour l'instant, sont ce qu'elles sont, mais qui vont naturellement s'élargir dans les prochains mois. Et puis évidemment avec le stock de terminaux que je vous ai mentionné tout à l'heure, qui était encore limité, mais qui va s'étoffer de façon très très large dans les prochaines semaines, prochains mois. Et sur ce dernier point, juste dernier point pour donner des chiffres, des ordres de grandeur, on va être à peu près 1 million de terminaux vendus en 5G en fin d'année dernière sur la zone Europe, tout opérateur confondu. On va atteindre les 24-25 millions d'ici la fin de cette année. C'est beaucoup sans être énorme. Et donc, réellement, le vrai décollage sera en 2021 pour le marché de masse. Et là, on a très bon espoir pour que les choses s'accélèrent. Et puis, vous avez tous compris qu'on devrait avoir aussi un téléphone iconique qui va sortir très prochainement, dont je tairai la marque, qui vraisemblablement aussi suscitera un engouement important pour le marché. Voilà, ça vous donne un peu un panorama assez rapide de la façon dont on voit les choses se faire chez Orange. Je ne suis pas rentré dans tous les détails, on sera ravis, en tout cas je serai ravi d'essayer de répondre aux questions que vous aurez probablement dans la suite du débat. Merci à vous. Voilà. Excusez-moi, je suis daltonien et le bouton est rouge. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est sympathique de venir parler de 5G, surtout en ce moment, parce que je crois que c'est un sujet d'actualité. Au vu de l'audience, dont je connais l'éminence de certaines personnes ici, je suis pas sûr de vous apprendre quelque chose, mais je vais essayer de resituer un petit peu la problématique 5G, surtout dans ce que Philippe a appelé la vraie 5G. Bon, on peut simplement appeler ça la 5G de deuxième génération, c'est-à-dire le futur de la 5G. Pourquoi est-ce que ce socle 2020, avec ses premiers usages possibles, est si important que ça, et si différent de ce qui s'est passé jusqu'à présent en 4G, et pourquoi est-ce que c'est si important, y compris pour le développement économique des pays. On voit, je suis responsable du groupe de travail 5G du comité stratégique de filière infrastructure du numérique. On voit l'intérêt que tous les gouvernements portent sur la 5G parce qu'il y a un véritable impact sur l'économie aussi qui va arriver. C'est maintenant certains, on a eu du mal à le comprendre pendant 2 ans, mais là, la plupart des secteurs industriels commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, si vous voulez, je vais essayer de replacer un petit peu le sujet. Donc, l'infrastructure numérique 5G, je pense qu'on pourrait presque avoir trouvé un autre nom, en fait. Parce que c'est plus large que ça, c'est tout le socle numérique des réseaux virtualisés, des réseaux numériques qui est concerné. Donc, on a cet accès final dont on s'occupe beaucoup, et c'est normal. Mais les nouveaux réseaux infrastructures numériques qu'on peut appeler 5G en général sont tous concernés, c'est-à-dire la virtualisation des réseaux avec la mise en place de plateformes qui vont héberger les fonctions réseau qui avant étaient hébergées uniquement dans les équipements. On avait, pour faire simple, jusqu'à présent des boîtes sur le terrain avec une valeur ajoutée logicielle très forte dans chaque boîte maintenant. Donc 80% de logiciels en valeur ajoutée, avec du hardware parfois spécifique, mais souvent peu spécifique. On connectait, pour faire simple, on connectait tout ça pour faire l'infrastructure. On avait une gestion de réseau et on s'occupait de la connectivité des usagers, des entreprises, etc. Bonne connectivité, mauvaise connectivité, et souvent mobile ou fixe. Actuellement, on est en train de se projeter dans un autre monde là-dessus, complètement, parce que la première génération de 5G, comme l'a décrite Philippe, est très importante pour l'arrivée de certains services, puisqu'on a 10 fois ou 10 fois moins, 10 fois plus de débit, 10 fois moins de latence, etc.
peut-être 10 fois plus de qualité de service, c'est un peu compliqué de le dire de cette façon. Mais le coup d'après, c'est quoi? C'est la virtualisation du réseau avec les versions dites standalone, etc. Et virtualisation du réseau, ça veut dire qu'il y a toute une partie des logiciels qui étaient embarqués dans chacun des équipements, que ce soit au pied des antennes ou ailleurs, parce qu'il y a des switches aussi sur lesquels des switches Ethernet qui commencent à être virtualisés. On déporte ces logiciels sur des plateformes de cloud spécifiques, hein, pas des clouds d'applicatifs, sur des plateformes de cloud spécifiques, souvent assez proches de l'usager parce qu'il faut quand même des temps de latence qui soient suffisamment faibles, donc d'où le edge computing, etc. Donc on déporte ça sur des plateformes de cloud, non pas parce que c'est la mode du cloud, mais parce qu'on y est contraint pour atteindre la flexibilité nécessaire de ces réseaux vu les utilisations qu'on veut en faire. Il faut que les réseaux soient hyper fiables, hyper dynamiques, se reconfigurent très vite. On ne peut pas mettre une puissance maximale partout. S'il y a un endroit, Tour de France, pour ne pas le citer aujourd'hui, où il y a un besoin très fort à un jour donné, on va pouvoir déporter de la puissance réseau, parce qu'elle sera en logiciel, plus facilement que si on avait à intervenir sur chacun des équipements. Donc ça, c'est la virtualisation des réseaux. Ensuite, cette virtualisation permet aussi le slicing, le découpage en tranches, des sortes de super VPN très intelligents avec de l'intelligence artificielle associée qui permet de ne pas gérer des débits tels que police, gendarmerie, vidéo classique ou gaming ou voiture autonome de la même façon, tout en ayant le même tuyau, puisque l'efficacité spectrale, en particulier sur cet accès 5G, va être meilleure si on mutualise. Donc, en particulier, ce fameux débat des attributions de fréquence, si on est proche de 80 ou 100 MHz, on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant en mutualisant des débits à partir du moment où on utilise cette fonction de slicing qui est suffisamment évoluée avec suffisamment de qualité de service pour le faire, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. La France n'était pas championne du wholesale parce qu'on voyait bien les limitations. Maintenant, avec une norme 5G, c'est tout à fait faisable et c'est même préférable parce que si on découpe notre tranche de 100 MHz à l'accès en tranche de 30 MHz par exemple, on perd complètement l'efficacité et on va être presque moins efficace qu'en 4G. Donc ça, c'est le slicing. Donc la virtualisation et le slicing permettent une adaptation des réseaux extrêmement élevée. Une fois qu'on a dit ça, c'est ce qui justifie technologiquement, c'est ce qui montre la nécessité de faire ça technologiquement, vu ce qu'on veut faire avec, comme une voiture connectée puis autonome à la fin de l'histoire de la 5G, peut-être dans 10 ans, on verra. Donc ça, c'est très important à avoir ça en tête, parce que il faut absolument que notre secteur arrive à vulgariser ce truc-là pour qu'on ne reste pas, même si c'est très important, on ne reste pas à ce qu'on va arriver à faire l'année prochaine, ce qui est une évolution positive de la 4G, mais pour certains usagers, grand public, ce n'est pas suffisant. Parce que pour eux, ils ont déjà la 4G, ils sont toujours contents, surtout en France, on est un peu réticent à l'évolution des technologies au départ. Donc, pourquoi aller si vite? On va voir si on en a besoin, etc. Vous connaissez le débat. Il faut qu'on arrive à parler aussi de ces autres secteurs industriels qui vont bénéficier des évolutions de la 5G et en particulier de la nécessité qui va survenir dans ces deuxième et troisième versions avec virtualisation, de penser usage industriel en même temps que le réseau. C'est-à-dire que la connectivité, la notion de connectivité fixe ou mobile va devenir obsolète. Puisque d'après ce que je viens de raconter, si je prends une voiture autonome, par exemple, le réseau, une fois qu'il va transporter du débit pour une voiture autonome, il va falloir qu'il le sache.
Donc, il va le savoir et il va avoir un comportement, ce réseau va avoir un comportement adapté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence à avoir un mélange d'une certaine partie de l'applicatif avec le réseau. Donc, on a le réseau qui commence à devenir intelligent sur ce qu'il transporte. D'où la notion de connectivité qui devient obsolète. Connectivité, ça veut dire tu me donnes des mégabits ou des informations, je te les transfère le plus vite possible de l'autre côté. Là, non, il va falloir que le réseau soit intelligent. Donc, on va avoir des expérimentations, et on a des expérimentations, même dans le cadre du comité stratégique de filière, on prévoit, il y a une dizaine, une douzaine de sites d'expérimentation, non pas pour expérimenter les services qui vont être déployés par nos opérateurs l'année prochaine, parce que ça, il n'y a pas besoin. Eux, ils ont déjà fait le job, avec nous en particulier. Mais voilà, le job est déjà fait. Par contre, les expérimentations concernant l'industrie et les marchés verticaux, alors là, on a un travail qui est juste énorme. Parce qu'il faut que les secteurs concernés, l'industrie pharmaceutique, etc., commencent à se mettre autour d'une table avec nous, ou l'inverse, c'est-à-dire que chacun essaye de comprendre les tenants et les aboutissants du métier de l'autre pour pouvoir mettre au point cette infrastructure numérique de demain. Et pourquoi est-ce que c'est très important de le faire dès maintenant? Parce que ça va durer quand même assez longtemps. Et les pays ou les continents qui vont prendre de l'avance là-dessus, probablement vont mettre en place des applicatifs, des solutions qui vont inonder le marché mondial ensuite. Donc, on est dans la configuration dans laquelle on a été, je ne sais pas, avec un Facebook qui disposait d'un site privé sur une université très performant qui a permis de développer un service qui ensuite a été déployé mondialement. Ensuite, tous les GAFAM, ça s'est passé comme ça avec les notions d'applicatifs on top des réseaux. Et là, on sent arriver dans chacun des secteurs industriels des innovations qui vont disrupter ces secteurs industriels et qui vont le faire mondialement ensuite. Donc, c'est très important, au moins sur certains aspects, parce qu'on ne peut pas être bon partout, mais sur certains aspects industriels, de développer et de comprendre conjointement avec des secteurs industriels, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant, parce qu'on a quand même beaucoup de champions du côté de l'énergie, en particulier en France, du côté de l'énergie automobile ou autre, de comprendre ce qu'il va falloir monter, mettre en place pour ne pas se faire complètement disrupter toute l'industrie. Donc, c'est là où c'est important de passer ce cap de la 4G à la première version de 5G, puisque comme vous le savez, les réseaux évoluent doucement. Là, la 4G+, c'est le hardware de la 5G. Ensuite, on va mettre le soft. Ensuite, on sera en version non-standalone, on va passer en version standalone, etc., petit à petit. Mais du coup, si on attend de savoir, côté marché industriel, ce qu'on peut faire avec, si c'est intéressant, etc., quand on le saura, c'est que le service aura déjà été développé ailleurs, si on ne bouge pas. Donc, on a un côté, effectivement, on n'est pas en retard, parce que bon, les attributions de fréquence, pas parce qu'on est à 6 mois ou 1 an de différence d'attribution de fréquence que les réseaux sont déployés. Donc là-dessus, on ne peut pas dire qu'on soit en retard. Par contre, vu la culture que nous avons de vouloir savoir à quoi ça sert avant de se lancer, il faut qu'on fasse attention à ne pas prendre de retard dans la phase suivante. Si je prends l'exemple des États-Unis, dont tu as parlé, aux États-Unis, ce n'est quand même pas leur style de se lancer dans des investissements qui sont énormes sans avoir d'idée sur le retour sur investissement. Or, ils le font. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Et il y a jusqu'à présent les ennemis jurés du genre AT&T et Verizon avec Google et se mettent à travailler ensemble. C'est bizarre. Donc, ils se mettent à travailler ensemble, ils utilisent leurs marges qui sont quand même assez importantes
au niveau du très haut débit, etc. Donc, ils ont quand même un peu plus de volants financiers pour investir dans les phases suivantes. S'ils investissent dans les phases suivantes, ce n'est pas forcément pour déployer 80% de la population, effectivement. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont commencé par, comme par hasard, une fréquence qui est très impliquée potentiellement dans les marchés verticaux et l'industrie, donc en fréquence millimétrique. Et ensuite, ils testent avec les acteurs du numérique, etc., ce qu'ils vont bien pouvoir faire avec ça, qui a le côté un peu joueur, ce qu'ils vont bien pouvoir faire avec ça. Et ce n'est pas un hasard. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, on n'est pas en retard, mais attention. Et puis, en conclusion de cette petite intervention, c'est les aspects sécurité. Pourquoi est-ce qu'on parle de sécurité tout le temps actuellement? Certes, il y a des histoires entre les US et la Chine avec des utilisations, etc. Mais laissons ça de côté, la politique là-dessus. La sécurité, on la voit arriver parce que jusqu'à présent, les fournisseurs d'équipements s'assuraient que sa boîte, et c'était névralgique pour nous parce que si notre boîte n'était pas sécurisée, je pense qu'on est mort assez rapidement. Que la boîte, les entrées, les sorties, tout ça, c'est sécurisé. Là, on va passer dans un monde où, avec la 5G, donc virtualisée, on va mettre ça sur des plateformes de cloud avec des intervenants nouveaux qui vont arriver dans le domaine du logiciel, sur les plateformes. On va avoir donc toute la problématique qu'on a normalement au niveau au-dessus, en cybersécurité, qui va apparaître. Et cette problématique de cybersécurité, il va falloir y penser de bout en bout. On appelle de bout en bout. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas de marché. Parce que avant de penser à la cybersécurité de ces aspects-là, il faut déjà qu'on les ait déployés. Alors, comme on ne les a pas encore déployés, parce que c'est la phase 2 de la 5G, on n'a pas encore vraiment de marché. Donc, tous les acteurs comme nous pensent que c'est névralgique, que la cybersécurité, ça va être névralgique. Simplement, on ne sait pas pour l'instant à qui le vendre. Peut-être un peu à vous, mais voilà. Et comment? Donc, cet aspect de cybersécurité est vraiment un facteur clé pour les années à venir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je me tourne un peu vers la salle. Il y a une première question. Je vois, il y a une main levée là. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Mélisande, vous avez un micro? Sinon, on m'entend bien? Oui. Je suis Antoine Berthier, agent national de sécurité des systèmes d'information. Donc, je vous rejoins sur l'aspect névralgique de la cybersécurité. Ma question, pour le coup, portait plus sur la stratégie des acteurs américains. Vous avez mentionné les GAFAM, et notamment, on voit les rachats de Microsoft, par exemple, de plusieurs boîtes qui font de la 5G. Quelle est votre lecture de leur stratégie et sur quel plan de la 5G est-ce qu'ils veulent se positionner? Marche arrière, comment on dit? J'ai aussi une question. Donc, comme vous n'êtes pas sans savoir que les constructeurs aux États-Unis, il n'y en a plus. Donc, ils sont en Europe ou en Asie. Et donc, là-dessus, les États-Unis, au niveau de la sécurité, puisqu'ils sont quand même vraiment sensibilisés, il n'y a pas que Trump qui est sensibilisé au sujet. Bien avant Trump, ils étaient déjà beaucoup sur ces sujets-là. Ils sont en train de se dire, avec l'arrivée donc de la virtualisation, forcément, il va y avoir des nouveaux acteurs, et il y a toute une problématique un questionnement qui sort sous le vocable de ORAN, Open RAN, c'est-à-dire est-ce que les équipementiers traditionnels style Huawei, Ericsson, Nokia vont ouvrir leurs interfaces au niveau du RAN ou pas? Et évidemment, la première réponse qu'on donne rapidement, c'est évidemment non, ils vont protéger leurs trucs et ils ne vont pas ouvrir. Donc nous, on va créer
une association et on va regarder avec des fournisseurs de logiciels qui seraient capables, à horizon quand même assez loin, parce qu'il y a un peu de boulot, de développer des RAN virtualisés. Et on va commencer à lancer des initiatives là-dessus. Et évidemment, les États-Unis sont intéressés pour ça, puisqu'ils n'ont plus de fournisseurs d'équipements, y compris le gouvernement là-bas, parce qu'ils n'ont plus de fournisseurs d'équipements sur lesquels s'appuyer. Alors, ils s'appuient quand même sur les fournisseurs européens un peu plus, comme vous le savez, là-dessus, donc on est en discussion. Mais ils s'appuient surtout sur leur logiciel, sur leur grosse boîte de logiciels pour aller là-dedans. Et pour votre info, nous, on a été dans les premiers à faire du switch Ethernet virtualisé, c'est-à-dire le vendre sans l'équipement, ce qui est quand même pas facile quand on est habitué à vendre au niveau du chiffre d'affaires, vendre des équipements avec le hardware, vendre des équipements que en logiciel, c'est quand même, ça fait plusieurs années qu'on le fait. Et on s'est dit aussi que ORAN, il fallait aller là-dedans. Parce qu'à un moment donné, il fallait aller là-dedans avec toutes les précautions quand même nécessaires, mais que là, on voulait aller dans cette problématique. Donc, on a rejoint l'association ORAN qui est sortie aux États-Unis et on a été les premiers des fournisseurs traditionnels d'équipements d'accès. On a eu du mal parce qu'au début, ils pensaient qu'on y allait, c'était pour flinguer, pour parler clairement, pour flinguer l'initiative. Mais ce n'est pas ça, c'est qu'on pense qu'effectivement, de toute façon, tout le monde ne fera pas tout. Avec un univers tel qu'il se présente, avec les applicatifs qui vont venir dans cet aspect réseau virtualisé, etc., tout le monde ne fera pas tout. Il y aura des spécialistes, etc. Donc, nous, on veut faire partie de cette réflexion mondialement. Donc, on l'a déclaré et on est allé dedans. Donc, c'est ça l'initiative, pour moi, compléter ce qui se passe aux États-Unis. C'est normal. Il y a quelque chose de normal. Après, c'est un horizon. Peut-être pour compléter sur Microsoft, moi j'ai une lecture qui est peut-être à 2 voire 3 bandes. La première, c'est l'écosystème américain est orphelin d'industriels. Depuis le rachat de Lucent par Alcatel, il n'y a plus rien aux États-Unis, il reste encore des ingénieurs, mais les centres névralgiques sont en Europe. Ou effectivement en Asie, et en Asie, on va dire 2 pays. Soyons clairs, la Chine, avec les problèmes qu'on connaît actuellement, et on voit émerger un autre acteur, qui est donc la Corée, avec éventuellement l'arrivée d'un Samsung, qui pourrait être un industriel nouveau sur le marché. Et donc, cet industriel nouveau, je fais juste une parenthèse, il est poussé essentiellement par les opérateurs américains, qui aujourd'hui, sur un marché à 2 acteurs, estiment que la concurrence n'est pas suffisante au niveau infrastructure. Premier point. Pourquoi Microsoft? Je vois 2 raisons. La première, Microsoft, on les rencontre, on les a rencontrés, et leur message est assez simple, et de dire, les opérateurs, vous faites des réseaux, et nous, on est plutôt proches des entreprises. D'ailleurs, on rentre dans les entreprises. Et on rentre dans les entreprises, d'ailleurs de moins en moins de façon physique, avec leur cloud. Si la 5G a 2 caractéristiques, la première, c'est le cloud. Je suis Microsoft, j'investis des milliards de dollars, si ce n'est pas des dizaines de milliards de dollars, dans une infrastructure cloud pour supporter tout ce que je fais, tout ce que je propose aux entreprises autour d'Office, de Teams, et j'en passe, c'est des meilleurs. Premier point. Et donc là, ce sont des investissements colossaux de leur part, et donc qui permettent d'avoir un certain nombre de clouds derrière. Deuxième point, c'est du coup, une façon de rentrer dans les télécoms, c'est aussi potentiellement de rentabiliser cette partie un peu cloud. Un élément supplémentaire qui rentabilise d'autant plus le cloud avec des marchés externes. Et puis le deuxième élément qui me paraît extrêmement important pour Microsoft, c'est que Microsoft, il rentre dans les entreprises par le logiciel, également dans tout ce qui est collaborative, etc. Et puis avec tout ce qui est autour d'Azure et les stacks, les stacks Azure, je pense qu'ils ont tout à fait envie d'aller rentrer sur un marché qui est un peu aujourd'hui celui de Cisco. Et comme le logiciel devient plus important que le hardware, comme l'a exprimé très bien Marc, je pense qu'ils estiment avoir une carte à jouer. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles ils viennent de faire un certain nombre d'acquisitions dans le monde telco qui nous a beaucoup surpris, très sincèrement. Mais je pense que c'est réellement pour cette deuxième partie aussi
pour lequel ils ont envie d'être un acteur majeur. Merci. Ça répond à votre question. Une autre question de l'auditoire? Oui. Bruno Meillet, RT, d'abord félicitations et merci pour les deux présentations. J'ai une question sur les usages et les difficultés de développement de la 5G. Donc déjà, Philippe Lucas, ce que j'avais compris, montrait que dans les pays où la 5G a commencé à se diffuser, donc la Corée, les États-Unis, évidemment, la pénétration est assez faible. Et Marchaya a dit à un moment donné, il faut faire attention, on ne connaît pas nécessairement les futurs usages. Il ne faut pas se laisser piéger là-dedans. Et je pense que c'est un point important. Je prends le dernier point qui est personnel, qui est le débat citoyen qu'on voit, sur lequel je pense que la plupart des gens ici sont, sur ce point-là, en tout cas, d'accord avec le président de la République. Avec la 5G, on va y aller. Mais néanmoins, quand on entend les débats publics, c'est la 5G, ça va servir à faire du streaming plus rapidement. Bon, je peux comprendre que les gens disent, bon, on n'a rien à fiche. L'IoT, mais ok, mais ça veut dire quoi l'IoT? Qu'est-ce qu'on va faire avec Internet des objets? Et autant, je pense qu'on a du mal à définir les nouveaux usages, autant je trouve qu'on a un petit peu du mal à faire rêver en disant, voilà, par exemple, le véhicule connecté, le véhicule autonome, éventuellement, ça passe par la 5G. Il faut trouver des trucs qui soient plus que simplement faire plus vite ce qu'on fait déjà maintenant. Donc, est-ce qu'il y a une manière de nous faire rêver avec des usages tels que vous les voyez, même si on peut bien imaginer que les nouveaux acteurs vont arriver avec des usages auxquels on n'avait pas pensé aujourd'hui. Merci. Je veux bien essayer, d'accord? Fais-nous rêver. Ça va être facile. Si je vous avais dit il y a 10 ans, vous feriez tout ce que vous faites sur votre portable aujourd'hui, enfin, ce que vous faites, vous m'auriez dit, j'y crois pas, ça n'arrivera jamais. Et j'aurais probablement été un des premiers à le dire aussi, hein, d'accord? La révolution du smartphone, c'est janvier 2007, l'arrivée de notre ami Steve Jobs, qui explique que ce qui l'intéresse, c'est 1% du marché des smartphones. Je vous rappelle, hein, 1% du marché des smartphones, c'était son objectif. Aujourd'hui, il doit en être à peu près. Alors aux États-Unis, il a 60% de part de marché. Au Japon, il a 55% de part de marché. En Angleterre, il a 60% de part de marché. En Allemagne, chez Deutsche Telekom, il a plus de 50% de part de marché. En France, c'est un peu moins, mais c'est plus que dans les autres pays dans lesquels on est. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est un succès, c'est quelque chose qui fait que, même en 10 ans, vous avez vu aussi votre usage évoluer. Alors, je vais catégoriser deux choses. Un, le marché de masse, et puis deux, le marché entreprise. Et dans le marché entreprise, je pense qu'on peut encore le découper en deux, qui est le marché des personnes et le marché des objets. Donc, marché de masse, oui, les gens vont faire encore du TikTok, que ça s'appelle Oracle ou que ça reste TikTok, et ils le feront encore plus avec la 5G. Donc ça, no way, c'est la nature humaine. Je suis désolé, mais le plus grand nombre de téléchargements aujourd'hui, c'est quoi? C'est du porno. Je crois que c'est 100 milliards. Si j'ai écouté un article il y a très peu de temps là, sur le Figaro, je crois que c'est 100 milliards de vidéos vues sur le porno, et je pense qu'elles ne sont pas toutes sur un PC. Donc, pour vous dire que oui, ça c'est la nature humaine. On ne peut rien y faire et ça sera comme ça. Désolant, j'en sais pas. Voilà. J'ai pas de jugement à porter. En revanche, ce que je constate, c'est que de plus en plus, vous allez vous cloudifier. Donc, pour vos besoins, je pense être le client de demain. Je suis aujourd'hui le client que demain on sera en average, en moyenne. Je cloudifie tout ce que j'ai. Quel que soit le device que j'ai, il n'a aucune valeur. Je peux le mettre à la poubelle, je n'ai rien perdu. Je cloudifie tout ce que j'ai. Personnellement déjà, je n'ai plus aucun fichier sur un Mac, sur un PC, sur quoi que ce soit. Tout est dans le cloud. Les enfants se font piquer leur Mac, je rachète un Mac, je retrouve la configuration d'origine, toutes les informations sont dans le cloud. Quand vous faites ça, si vous avez besoin d'informations, tout le temps, que vous soyez derrière votre fibre, ou sur votre portable, ou sur votre tablette en mobilité. C'est constant.
Et donc, rien que ça, vous avez besoin de débit et de couverture. C'est la raison pour laquelle, c'est un des sujets de fond, je pense que Marc a un petit peu abordé, en expliquant que demain, ce n'est pas de savoir si je suis connecté en fibre ou en 5G, c'est de savoir si j'ai de la connexion et de qualité. Et le client se fiche de savoir si c'est 4G, 5G, fibre, etc., ou Wi-Fi. Donc, ça marche. Nous, on est des techniciens, on est des ingénieurs dans cette salle pour la plupart. Donc, nous, c'est ce qui nous intéresse. Mais le client lambda, il s'en fiche. Il veut payer pour quelque chose qui lui donne accès. Premier point. Donc, ça, c'est le client lambda. Le client entreprise. Je suis ici, je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous que je vois sur vos portables ou sur vos PC. Il y en a qui font leur mail. Vous avez besoin de connexion, que ce soit du Wi-Fi, du cellulaire, etc. Et pareil, partout. Et vous allez de plus en plus être cloudifié demain. Avec ce qu'on a connu avec le confinement, vous avez bien compris que on n'est pas tout le temps en situation d'être au bureau avec une connexion de qualité qui nous permette de faire tout ce qu'on faisait jusqu'à présent seulement au bureau. Vous voulez aussi chez vous, voire en mobilité. Donc ça, c'est une partie qui est essentielle. Donc cloudification, que ce soit grand public et ensuite entreprise. Et puis ensuite, le dernier, vous allez voir, je pense que de plus en plus, le mode collaboratif, on va totalement évoluer la façon dont on collabore ensemble. On va collaborer de façon digitale. C'est-à-dire que je vais ouvrir un fichier, si je mets des mots derrière ce que je dis, et tout le monde, tous les gens qui sont identifiés, qui peuvent le modifier, vont le modifier en même temps. Aujourd'hui, j'ouvre un fichier, c'est galère aujourd'hui, je vous fais toutes les étapes. J'ouvre un fichier sur mon PC, je le commence, je l'envoie à quelqu'un, j'attends, donc je regarde mon Netflix en attendant, travaille sur son fichier, il me le renvoie par mail, donc j'ai une boîte messagerie mail, je rouvre le fichier, pendant ce temps-là, lui regarde son Netflix, etc., etc., etc. Et on se renvoie un fichier, on se le partage. C'est pas du tout efficace. Donc demain, on va tous collaborer en même temps sur le même fichier. Donc on va accroître la productivité. Et pour faire ça, il faut que j'ai une connectivité permanente et de qualité. Et qu'elle soit, encore une fois, derrière du Wi-Fi ou du cellulaire. Et une fois que j'ai fait tout ça, sur la partie entreprise, après, il y a les objets. Et un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup actuellement, avec les équipes de marque en partie, c'est de voir dans une usine, on parle de la factory ou l'industrie 4.0. C'est le terme consacré en Allemagne. C'est ce qu'on appelle les usines de demain. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a un grand hangar dans lequel il y a un certain nombre d'équipements. La seule chose qui nous intéresse demain pour ce hangar, c'est que les différents équipements qui soient connectés, la seule chose sur laquelle on va les connecter, c'est de l'électricité. Tout le reste, c'est sans fil. De fait, je peux rechanger ma configuration de mon hangar et de mon usine on the spot, en quelques jours ou en quelques heures. C'est ça, je dirais, l'essentialité de demain. Et pour faire ça, il faut remplacer tout l'Ethernet qu'il y a aujourd'hui par d'une connexion sans fil. Tous nos acteurs avec qui on cause, et avec qui on parle et avec qui on travaille nous disent tous que le Wi-Fi, c'est extraordinaire, sauf que c'est une catastrophe d'un point de vue technique. Et je les comprends, et ils ont raison. Quoi que ce soit du Wi-Fi 5 ou du Wi-Fi 6, ça ne changera pas grand-chose. Le Wi-Fi, c'est pas fait pour ça. Et de fait, la question se pose, est-ce que la 5G, dans cet environnement-là, n'est pas une solution alternative crédible, qui elle le fait tous les jours dans le monde cellulaire, pour gérer les accès multiples, pour gérer la qualité, pour gérer la partie connexion et la partie capacité. Eh bien, l'idée, c'est de dire demain, dans un environnement industriel, on va potentiellement connecter tous ces acteurs-là, tous ces éléments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une prise Ethernet, je vais avoir un petit modem pour lequel je cherche encore désespérément des terminaux et des modules. Donc, s'il y en a dans la salle qui s'intéressent et qui veulent en faire, dites-le moi, ou qui veulent investir dans ces acteurs-là, c'est super, faites-le, ça m'intéresse. Pour qu'on s'assure que demain, tous les petits robots dans l'usine de Renault soient connectés de ce type, de cette façon-là, et qu'on puisse éventuellement même utiliser un bouton rouge pour éteindre une herse avant que la personne se fasse couper la main avec le temps de latence qui va bien. C'est exactement le genre de choses qui nous est demandé aujourd'hui. Évidemment, le Wi-Fi n'est pas la réponse à cette question. Donc c'est ça le point. Et cette partie-là, on est au début du commencement du démarrage de cette deuxième partie. Et c'est vraiment sur cette partie-là qu'on pense que la 5G a un véritable avantage. Et alors de fait, je vous ai parlé de l'usine. Alors vous allez me dire, c'est très bien, Philippe, l'usine elle est géniale, mais elle est dans un espace clos, dans des bandes de fréquences qui sont potentiellement spécifiques. Bon, il n'y en a pas beaucoup et on préfère quand même qu'elles soient non partagées, sinon on va commencer à avoir des problèmes d'interférence. Et donc de fait, première chose, donc les opérateurs sont aussi présents pour y travailler avec des acteurs comme Nokia ou Ericsson, pour aller s'assurer qu'on puisse couvrir de façon propre
cette zone. Et puis par ailleurs, ces acteurs-là, ils se disent, mais attendez, à l'intérieur de cette usine, j'ai peut-être aussi des éléments qui vont peut-être sortir de cette usine pour aller ailleurs, et auquel cas, j'ai besoin d'avoir une continuité de service entre les éléments des îlots industriels pour que derrière, je puisse suivre peut-être des morceaux de, je sais pas, de tôle, d'ailes d'avion, de moteur de quelque chose, de vaccins, de médecins, enfin de médicaments, pour s'assurer que j'ai bien une traçabilité du chemin de la chose. Et donc ça, évidemment, c'est un marché qui est d'abord gigantesque, mais il est en construction. Et pour ça, j'ai besoin d'une technologie qui nous permette. La 4G, elle est limitée en termes de capacité. Donc voilà, encore une fois, je vous donne des ouvertures, je ne sais pas si je vous fais rêver, mais en tout cas, j'essaie de vous donner quelques éléments qui me font penser que demain, de toute façon, quand on va donner l'accès de la 5G à l'industrie, au sens large, aux industries, on va trouver les usages. Dès lors, on aura des équipements et des devices à des coûts, encore une fois, intéressants. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Je peux peut-être. Allez-y, oui. Oui, je peux peut-être compléter par rapport à la question aussi, qui est la question d'actualité, je pense, par rapport à la communication, faire rêver, etc. Je pense qu'il faut quand même souligner le côté irrationnel du débat, comme on en a souvent hein, sur plein de sujets par ailleurs. Donc, il y a un côté irrationnel qui fait que c'est quand même d'abord un challenge de communication, je pense, un challenge de communication grand public à avoir, dans lequel on a toujours un peu de crainte de se lancer parce que on anime un débat irrationnel. C'est le premier point. Deuxièmement, il faut voir que, enfin moi je trouve que je vois ça positivement en fait, ce qui se passe actuellement, parce que je remarque que dans ce débat irrationnel, des ministres, des différentes personnalités qui sont interviewées là-dessus, celles qui sont du camp, parce que dans un truc comme ça, on a un camp A, un camp B qui se tape dessus, bon, c'est les personnalités qui défendent l'innovation, la nécessité de mettre de la 5G, que ce soit le gouvernement ou autre, ont des arguments. Et je peux vous dire qu'il y a un an, ils n'avaient aucun argument. Même quand ils étaient pour, ils ne savaient pas vraiment pourquoi, à part le fait, par exemple, que ça allait rapporter quelques budgets à l'État. Mais ils n'avaient pas. Et j'écoute, je vois que ne serait-ce que sur le Massive IoT, hein, sur le fait qu'on va pouvoir connecter, etc., c'est des choses qu'une Amélie de Montchalin était incapable de dire avant. Là, elle se fait interviewer, elle explique un peu ce que tu es en train de dire, et ça, c'est un point extrêmement positif entre nous, parce que jusqu'à présent, ceux qui étaient pour expliquaient uniquement que leur téléphone mobile allait être beaucoup plus puissant, et que leurs vidéos, je ne sais pas lesquelles, allaient être chargées beaucoup plus vite. D'où les trucs du style de la remarque de la vidéo dans l'ascenseur. Mais là, on commence à avoir justement un argumentaire qui est développé par des gens qui sont beaucoup plus spécialistes de la communication grand public que nous, qui commencent à parler de l'impact, de l'intérêt pour l'économie d'un pays et pour l'innovation, autrement que simplement le débit de la vidéo va être meilleur, etc. Et ça, je trouve ça positif, il faut quand même le noter. Après, ce type de débat, il est quand même très compliqué et il aboutit, entre nous, en général, à rien. Ce qui compte, c'est que ça se fasse, quoi. Donc, ça, c'est une petite remarque moins positive. Je vois des bras qui se lèvent les uns après les autres. Alors, on va peut-être partir du fond. Madame, vous aviez levé la main. Oui, Patricia Martine, je travaille chez Orange. Par rapport aux nouveaux usages, du coup, je me posais la question, je n'ai pas regardé, mais on voit que la Corée du Sud, par exemple, a pris de l'avance en termes de déploiement. Est-ce que, du coup, il n'y a pas des scénarios d'usage qui commencent à émerger? Parce que ce qu'on peut voir avec le recul, c'est qu'à chaque nouvelle technologie, donc 2G, 3G, 4G, à chaque fois, c'est un peu les utilisateurs aussi qui créent les nouveaux usages. On a beau chercher, voilà, faire des plans sur la comète quand on veut sortir une nouvelle technologie.
souvent c'est l'utilisateur qui va faire poindre des nouveaux usages. Donc du coup, on pourrait peut-être voir ce que, bon, même si culturellement on n'a pas forcément la même culture entre la Corée du Sud et chez nous, mais ça peut peut-être nous orienter vers des usages intéressants. Donc ça, c'était mon premier point. Et deuxième point, on voit qu'en France, effectivement, on passe pas loin d'un moratoire, etc. Il y a des débats. Je me posais la question, quid des autres pays européens qui sont assez proches de chez nous et qu'est-ce qui fait que chez nous, il y a eu un peu cette levée de bouclier? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment informé les gens, on leur a pas assez expliqué, ou à l'inverse peut-être trop? Je me pose la question. C'est Philippe qui répond. Ouais, merci Patricia. Je vous ai montré tout à l'heure un terminal 5G, donc c'est un terminal très classique, c'est un smartphone de base chez Samsung. Et je vous en montrer un autre qui se vend, j'en ai quelques-uns, je m'arrêterai là, qui se vend en Corée et qu'ils ont lancé, qu'ils ont utilisé au lancement, et qui fait un peu, qui nous permet de se dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait être différent? Alors, on peut parler d'AR, VR, de lunettes, machin. Je suis allé en Corée, j'ai pas vu beaucoup de gens utiliser des lunettes dans la rue. En général, ils sont dans des parcs d'attractions pour ça, donc ils ont fait des choses. C'est intéressant, ça décolle un peu, mais c'est pas là où il y a vraiment du trafic. En revanche, il y a quelque chose que je trouve intéressant. Ce téléphone est un truc un peu particulier. Donc ce téléphone, c'est un téléphone. Puisque là, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est un téléphone 5G. Alors celui-là, c'est pas le modèle 5G, mais c'est un téléphone 5G. Et puis si vous mettez dans sa coque, je le mets dans sa coque. Donc voilà, vous avez un téléphone 5G, pas un téléphone 4G ou 5G. Que là, il n'y a pas de difficulté. Et puis si vous l'ouvrez, le problème c'est que je n'y vois rien du tout parce que j'ai pas mes lunettes. Donc je suis vraiment désolé. Bref, cet écran qui est à la droite, c'est un écran. Il est de fait alimenté par le téléphone principal et donc cet étui, c'est un écran supplémentaire. Donc vous avez deux écrans. Et finalement, vous avez quelque chose qui se rapproche d'une tablette. Alors vous allez me dire, bah oui, Samsung a fait la même chose avec le Fold. Vous allez me dire, Huawei a fait la même chose avec son téléphone X Max, le 10X Max. Bon, très bien. En revanche, c'était des vraies tablettes. Et très très lourd, très compliqué. Là, en revanche, c'est du dual screen avec du multitâche potentiel. Donc, j'ai pas dit que c'était forcément l'usage de demain, parce qu'il est encore trop gros. Mais on commence à voir des choses émerger. On a également des choses, et donc quand on commence à avoir des displays plus larges, je vous rappelle que finalement le débit de vidéo est aussi proportionnel à la diagonale de l'écran. On commence à avoir des devices aussi, je ne dirais pas chez qui, vous appuyez sur un petit bouton, l'écran s'agrandit. Donc, ce qu'on appelle les rollable. Donc, comment on dit en français? Rollable. Enroulable. Voilà, enroulable. Comme les écrans de télévision que vous avez pu voir chez certains il y a quelques temps au CES, on commence à avoir des petites choses poindre sur cette partie chez certains fabricants. C'est encore du gadget, c'est pas encore industriel. Et voilà. Donc, on commence à avoir des petites choses. Et donc, de fait, encore une fois, si on augmente le débit moyen, au moins pour le grand public, on commence à avoir des choses qui commencent à être potentiellement intéressantes. Ce qui est pas mal là-dessus, c'est quand vous avez deux écrans, il y en a un qui fait clavier aussi. Hein. D'accord? Il y en a un qui a un display et l'autre qui est clavier. Donc voilà. J'essaie d'appuyer, quand j'aurai les deux mains disponibles, j'essaierai d'allumer pour vous montrer de loin. Donc, voilà. Donc ça, c'est un premier point. Sur le deuxième point, sur l'histoire de l'Europe et des moratoires, nous, on a constaté étonnamment, on n'a pas encore bien compris le rationnel qui était derrière, c'est que finalement, les pays francophones étaient les plus impactés, les autres pas du tout, sur les problématiques 5G. Alors, après, voilà, comprennent qui peut, moi, je ne sais pas expliquer. La Suisse a démarré, probablement avec un facteur amplificateur en France et en Belgique. Peut-être que la Suisse francophone a fait écho, en tout cas, des choses ont résonné en France et que certains se sont finalement emparés d'une communication qui était finalement pas la bonne. Je crois, Philippe, qu'il y a eu quand même des choses en Angleterre. Il y a effectivement des stations qui sont brûlées aussi en Angleterre, donc mes amis de II ont des soucis aussi, mais ce qu'on constate en tout cas, c'est à nous, les pays francophones sont les pays aujourd'hui les plus touchés.
Alors, il y avait une autre question là. J'avais une question un peu de vilain petit canard, mais il en faut un. Je suis un peu déçu quand même que le président de la République, tant qu'à faire, il faut voir monter à Cro-Magnon, au moins, il aurait dit ses origines. Alors, opposer les évolutions techniques ou pas, moi je comprends que pour les industriels, il y a plein de choses à faire et il ne faut pas s'en couper, il ne faut pas se couper de tout ce qui est possible. Mais si je prends l'exemple de l'eau potable, personne ne va nier le fait d'avoir un robinet chez soi, ça peut amener en termes d'hygiène, de confort, mais on sait aussi que maintenant l'eau, c'est une ressource, il faut y faire gaffe. Bon. Et là, on a l'impression que les opérateurs ne sont peut-être pas responsables, mais ils nous disent, allez, vous prenez un bain 3 fois par jour, et puis votre baignoire, au lieu de la remplir en 5 minutes, elle se remplit en 30 secondes. Tout ça pour le même prix, parce que vous avez un forfait où vous avez tellement de gigas que, effectivement, à part regarder n'importe quoi dans l'ascenseur, on ne sait plus trop quoi en faire, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un côté où il faudra aussi qu'on paye les choses un petit peu pour ce qu'elles valent, et que le développement d'applications qui sont utiles, etc., est-ce que par certains côtés, c'est pas financé par monsieur tout le monde à qui on vend des trucs et puis voilà, puis il rentre là-dedans et puis il en fait toujours plus, il réfléchit plus à ce qu'il fait. Donc on a notre part de responsabilité parce qu'on vient tous addicts à ça et on sait plus s'en passer et voilà. Et pendant le confinement, on s'est passé de certains trucs. On a bien été content d'avoir notre petite technologie numérique, mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas aussi se passer avec un peu moins de technologie numérique et puis retrouver d'autres choses. Alors, déjà, la première chose, et ça a été dit et c'est connu, l'apport de ces nouvelles technologies, c'est aussi un apport de réduction de consommation, puisqu'il y a une dizaine à usage égal, d'où votre question, ça consomme à peu près 10 fois moins. Quand même, une antenne 5G consommera 10 fois moins qu'une antenne 4G. Alors après, est-ce qu'il faut interdire les couteaux de cuisine parce qu'on peut avoir des meurtres avec les couteaux de cuisine? C'est un peu l'usage. L'usage, c'est quand même on élargit énormément le sujet. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre à disposition un bel outil. On n'a pas dit qu'il fallait faire n'importe quoi avec, c'est-à-dire mettre de la définition qui ne se voit même pas à l'œil nu quand on regarde une vidéo. On n'est pas en train d'expliquer ça. Nous, en tant que technologue et en tant que mise à disposition d'une infrastructure numérique qui va avoir l'utilité dont on parlait tout à l'heure, maintenant, il y a l'usage, le prix acceptable de chacun des... Peut-être que c'est ça la solution, c'est de revenir dans une... Là, je vais laisser la parole à l'opérateur, mais c'est de revenir dans un pricing qui est correct, qui est peut-être moins global, mais c'est compliqué à faire. Et ce n'est pas une question de technologie après. Parce qu'on ne va pas se dire, bon, je vais me couper de toute utilisation technologique. La 5G, par exemple, ça sert aux champs éoliens. Parce que les champs éoliens, on est obligé d'associer des centrales, des petites centrales thermiques derrière pour que l'énergie soit lissée. Avec des concepts tels que décrivait Philippe pour les sites industriels, on peut avoir des objets sur les champs éoliens et gérer la puissance éolienne de plusieurs champs éoliens, etc. Enfin, il y a tout un... Bon, on ne va pas se priver de ça parce que finalement, il y a certains fournisseurs qui vont dire, moi, je file tout, des packages énormes pour que vous puissiez faire tout ce que vous voulez, etc., dans l'ascenseur ou pas dans l'ascenseur. C'est pas le sujet, je pense. On ne va pas se priver d'avoir une voiture avec des freins corrects, avec des freins ultra sécurisés pour s'il y a des piétons qui passent devant, la voiture freine. On ne va pas dire, on va arrêter de faire ça, parce que finalement, si on roule à 40 à l'heure avec une vieille de chevaux, on se débrouille très bien. C'est quelque chose qui me perturbe dans la notion. On a un outil, on est en train de mettre en place des outils dont on sait qu'ils vont être utiles, y compris à la consommation réduite d'énergie. Mais encore faut-il bien l'utiliser.
Encore une question. Juste un point. Voilà, il marche. Hein. Ça, vous voyez ce que c'est qu'un téléphone avec deux écrans. D'accord. Et c'est assez sympa. Hein. Franchement, moi qui l'utilise de temps en temps, pas tous les jours, c'est trop lourd encore, mais ça permet de se dire, tiens, il y a quelque chose de nouveau. Et on va voir des petites choses arriver dans les prochains mois, prochaines années. Parce qu'Orange, il travaille et œuvre dans cette partie-là. Vous évoquez un sujet que moi j'appelle la sobriété du digital, où je vais le dire autrement. L'éducation des gens à utiliser du digital. Je pense que vous avez tous vu, je pense qu'on est tous clairs pour dire que finalement le Covid, ou la Covid, est à l'origine de montrer que finalement on a besoin de plus en plus de numérique. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, je veux dire, on a besoin de communiquer quand on n'est pas à côté, avec des outils qui nous permettent de communiquer de façon efficace. Donc le digital nous rattrape. Et vous voyez bien, je pense qu'on est tous dans cette salle, des utilisateurs assez avertis, et enfin, je ne sais pas comment vous le vivez, moi je le vis plutôt bien, et je me dis que le digital, j'ai beaucoup moins de papier. Je suis moins bordélique. Parce que quand je veux chercher quelque chose dans un répertoire, je vais marquer ce que je veux chercher, plutôt que de la chercher dans un fichier ou dans un classeur dans lequel j'ai plein de trucs. J'ai rien pour moi, pour ma vie personnelle. Donc le digital, il apporte de la valeur, il apporte de la facilité d'utilisation. Après, que des gens, je dirais, n'utilisent pas le digital de façon, je dirais, smart. Hein, éduquons les gens. Donc, et nous, Orange, on essaye de le faire à notre niveau, mais on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls acteurs du numérique. On est un des maillons. Quand vous dites qu'on aimerait bien peut-être redonner de la valeur, nous, on est tout à fait d'accord pour dire que la 5G, elle a de la valeur et qu'elle a de la valeur. Peut-être un peu plus que la 4 d'ailleurs. On verra bien si on arrive finalement à récupérer une partie de cette valeur. Parce qu'il faut quand même s'assurer que les réseaux fonctionnent, qu'ils soient maintenus, qu'on puisse investir, qu'on puisse quelque part un peu rémunérer nos amis à gauche, qui ne font pas forcément toujours très très bien. Voilà. Et donc, il faut bien qu'on est tout à fait d'accord pour dire qu'il y a une partie sur laquelle il y a probablement une éducation de la population, et ça commence, je pense, par la jeunesse. Les premiers utilisateurs du digital aujourd'hui, ce sont nos jeunes. J'ai des ados à la maison, enfin plus que ados maintenant. Je peux vous dire qu'ils consomment des digitales comme jamais j'ai pu en consommer dans ma vie. Et pas forcément toujours exactement tel que j'aimerais qu'ils le fassent. Donc on discute. Une question là-bas, merci. Oui, Patrick Moreau, retraité de RTE. Pour poursuivre avec la question, c'est-à-dire que en ce qui concerne l'Internet des objets, je pense qu'il y a, alors j'ai aucun doute, du côté de la médecine, des automobiles autonomes, des robots, etc., on va pouvoir bénéficier d'énormément d'avancées. En ce qui concerne l'utilisation personnelle, bon, je suis plus circonspect. Tout à l'heure, vous disiez on va pouvoir travailler à plusieurs sur le même document. Bon, il y a un moment où il ne faut pas aller trop vite, hein, parce que si je change quelque chose et puis une seconde après, quelqu'un d'autre change ce que je viens de modifier, après, plus personne ne sait ce qui a été fait par les uns et par les autres. Bon, et puis en ce qui concerne la vitesse, ce qu'on faisait en 10 heures, ce qu'on fait maintenant, enfin, en 1 heure, on peut comprendre l'intérêt, rapport 10. Mais ce qu'on fait en 1 seconde, si on le fait en 1/10 de seconde, il arrive un moment où on s'en rend même plus compte. Je dirais même que mon cerveau va toujours à la même vitesse et même il a tendance à ralentir. Donc, il y a un moment où on a mangé son pain blanc et est-ce qu'il faut continuer à gagner des millisecondes et des microsecondes? J'ajouterais que j'ai lu la semaine dernière que l'inventeur du concept smartphone chez Apple, qui a quitté l'entreprise, je crois, a déclaré qu'il regrettait son invention parce que ça avait cassé les rapports humains, que ses enfants avaient le nez en permanence dans leur smartphone et qu'il se faisait allumer par sa femme en lui disant « Tu vois, tout ça, c'est de ta faute. » Je vais vous étonner parce que sur le partage de documents, si je voulais citer, c'est que je l'ai utilisé avec mes enfants et avec ses amis qui travaillaient à distance. Il y a 2 ans. C'est pas cette année, hein, c'est pas pendant le Covid. Il y a 2 ans. Eh bien, il se trouve que quand vous changez le paragraphe sur lequel la personne est en train de taper quelque chose, les autres personnes d'ailleurs voient que il y a une personne A qui tape sur ce paragraphe. Ce paragraphe, il est bloqué, personne d'autre peut y toucher à ce moment-là. Une fois qu'elle a terminé, la personne de travailler sur cette partie-là, les autres, elles sont en parallèle, peuvent travailler sur d'autres paragraphes. Et sincèrement, ça va beaucoup plus vite. J'entends ce que vous dites.
Mais je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on soit confronté à la réalité. C'est-à-dire que quand vous utilisez ce que je viens de vous dire, vous vous dites, ah mais bon sang, je vais gagner, on va gagner collectivement en productivité, en rapidité. Et c'est pas gagner des secondes, là c'est gagner des heures, voire des jours, de ce dont je parle. C'est incommensurable, absolument incommensurable. Vous savez tous dans cette salle que la gestion des documents, de leur versionning, quand on partage des documents, c'est l'enfer aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, je dirais que je vais qualifier le monde d'hier. C'est l'enfer. Vous êtes tous à vous dire, ah tiens, je vais mettre la version 1, la version 2, la version 3. Vous êtes souvent à la version 42. Vous avez fait 42 versions du document. Je suis convaincu que sur votre disque dur, on parlait de sobriété numérique, dans votre disque dur, vous avez 41 fichiers, en plus du 42e, parce que vous vous dites, si par hasard je veux revenir à la version 33, parce que l'autre, il m'avait dit que, j'aurai la version 33. C'est bien qu'on n'est pas dans le bon monde. Et on envoie le 41e au lieu du 40e. On en envoie une 47e et on arrive potentiellement à la 53e à la fin. C'est pas la façon de travailler. Et on sent bien qu'on arrive à une limite. Donc de ce côté-là, moi j'ai pas d'inquiétude. Je pense que ce que je vous décris, c'est ce qui va arriver. Et moi je le demande dès aujourd'hui. Et je ne l'ai pas chez Orange. Je le demande. C'est-à-dire que vous voyez où j'en suis. L'ayant testé personnellement, j'en ai besoin. Et parce que on ne travaille pas à 4, on travaille à 25. Je suis en train de faire les budgets actuellement. Je peux vous dire que l'Ampère, on a un fichier Excel, un seul, pas 42, un seul, et qui est partagé sur un répertoire commun sur lequel on partage avec des outils qui sont pas des outils modernes, ou les plus modernes qui existent. Et déjà, c'est un gain de temps phénoménal. Quand vous me dites on va passer de la centième de milliseconde à la seconde, enfin de la seconde à la centième de milliseconde, qu'est-ce que j'ai gagné? Évidemment, si c'est pour naviguer sur Internet, vous n'avez rien gagné. On est bien d'accord. Par contre, s'il s'agit de sauver une main d'un mec, parce que j'ai appuyé sur la presse, j'ai appuyé sur le bouton rouge, oui, mais c'est ça, le ultra reliable, low latency communication sur la 5G, c'est pour ça. C'est pas pour dire je vais télécharger un fichier pour appeler rapidement. C'est pas le sujet. C'est pour dire potentiellement que quand la personne va être avertie dans sa voiture, je vais pouvoir m'assurer que peut-être que quelque chose va se déclencher automatiquement qui fait que je vais gagner en distance de freinage. C'est ce genre de choses qu'il faut qu'on regarde. Et quand on fait du URLLC, on n'est plus chez les humains. On est dans le use case que j'écrivais tout à l'heure, qui est le use case des objets. Les objets, ils ne parlent pas à la même vitesse que nous. Faites l'exemple, moi j'adore. Faites un send de fichier en mail, d'accord, à votre collègue d'à côté. D'accord? Vous utilisez 3 systèmes de mail, que ce soit Gmail, Apple ou celui de votre entreprise, ou celui d'Orange d'ailleurs, grand public. Vous le recevez dans la 2. Vous n'avez même pas vu qu'il avait à peine appuyé sur Enter, qu'il est déjà dans la boîte de mail de l'autre. C'est extraordinaire. D'accord? Donc aujourd'hui, on va déjà très vite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin de cette partie communication et on va identifier des usages sur lesquels on va avoir besoin de cette partie-là. On a identifié, effectivement, on a commencé chez Nokia en particulier, à identifier les usages qui ne pouvaient pas être rendus avec la 4G. On peut commencer à les tester, mais on ne peut pas les rendre. Il faut de la 5G, ne serait-ce qu'à cause de cette latence. La latence et la qualité de service, c'est presque beaucoup plus important actuellement que les changements de débit. La latence étant, par exemple, la voiture autonome, sans une latence inférieure à 6-7 millisecondes sur la station de base, on ne peut pas la faire. C'est pas jouable. Ensuite, il y a quand même quelques applicatifs humains. Enfin là, c'est humain un peu, hein, la voiture est conduite à notre place. Mais il y a quelques applicatifs humains, dont un qui est banal et qui est pas forcément d'une grande utilité. Mais vous prenez des musiciens qui jouent ensemble, il n'y a que en 5G qu'on peut les faire jouer ensemble à distance, ou en fibre. Mais enfin, même en fibre, voilà, c'est impossible sinon. Vous n'avez pas de concert, à moins qu'il soit un peu truqué, comme ça a été le cas lors du Covid, justement. À moins qu'il soit truqué, vous ne pouvez pas.
Donc, il y a quand même des applicatifs humains, hein, j'en connais pas beaucoup, mais enfin, en général, c'est plutôt lié, la latence, c'est plutôt lié à du machine-to-machine ou des choses comme ça, qui sont quand même très importantes. Merci. Une question encore? Vas-y. Je me passe le micro. Ah, Aujourd'hui, dans Paris, le champ moyen auquel on est exposé dans la rue, c'est 1 volt par mètre. Dans la rue. C'est un rapport de la LFR qui dit ça. Dans le cadre des tests qui ont été faits sur la 5G, pour livrer un fichier, en gros un épisode de vidéo en 15 secondes, la LFR a montré qu'on crée un champ supérieur à 10 volts par mètre à 150 mètres de distance autour de l'utilisateur dans un tube de 10 mètres de diamètre. Pour livrer le même fichier en 0,1 seconde, comme vous l'évoquiez, Monsieur Lucas, il faut faire monter le champ à combien? À 150 mètres autour d'un utilisateur et dans quel volume? Alors, je sais pas, Tous ces chiffres-là sont à la LFR, je suppose que vous les connaissez. Donc, moi, je ne les connais pas, mais je n'ai pas ces éléments-là à ma possession, donc je suis incapable de vous répondre. Et volontiers, volontiers. Et on travaillera avec nos experts et avec vos experts radio pour qu'on en discute. Pas de question. Je ne sais pas vous répondre sur cette partie-là. C'est pas que je ne peux pas. Hein. Alors, il faut qu'on mesure qu'il y a quand même un véhicule pour transporter tout ça. Le véhicule s'appelle des ondes. Il n'y a pas de miracle dans la radio aujourd'hui. Il n'y a pas de miracle dans la radio 5G par rapport à la radio 4G. Il y a des améliorations, mais pas de miracle. Ce qui change, c'est d'avoir des pinceaux d'émission qui concentrent la puissance dans des tuyaux beaucoup plus fins. Mais l'efficacité elle-même de la radio, elle ne change pas vraiment. Donc la réalité, c'est que ce qu'on change autour de l'utilisateur, c'est le champ moyen dans lequel il baigne. Et c'est sur ça qu'il faudrait qu'on ait sans doute une meilleure explication de ce que sont les réalités de comportement des systèmes, de ce qui va se passer et de comment tout ça va évoluer. Si on multiplie par 10 les usages, les par 100, par 1000, voilà. Alors, j'ai juste commencé, puis je te laisserai finir. Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers de ce que c'est la 5G, dans la première version de la 5G, donc on appelle NSA, on n'est pas rentré trop dans le détail parce qu'on ne pensait pas devoir rentrer dans ce détail. La grande différence aujourd'hui avec la 4G, c'est deux choses. Un, les modulations utilisées en 5G sont finalement assez proches de ce qu'on a fait en 4G. Simplement, vous avez tout à fait raison, là-dessus je partage totalement votre analyse. Et donc, on est passé pour ceux qui ont suivi un peu ça, on est à 256 QAM, voire 1024 QAM. Des choses que moi, personnellement, quand je commençais à faire de la modulation et des modulations radio il y a 30 ans, je n'imaginais jamais pouvoir imaginer de faire. On fait ça aujourd'hui. Et la grande différence avec la 4G, la seconde, indépendamment de cette partie, donc ça nous permet de monter en débit. Et donc, ce qui nous permet aussi d'avoir un meilleur rapport signal-sur-bruit. En fait, c'est bien pour ça qu'on arrive à monter en modulation, en niveau de modulation, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du MIMO, ou du beamforming, si vous préférez. Donc, pour ça, il nous faut des antennes adaptées. Donc, je parle d'antennes déjà au niveau du réseau. Et évidemment, dans les terminaux, pareil, il faut qu'on puisse avoir du MIMO dans les terminaux au niveau de l'émission et de la réception. Et donc, on est en train donc, de déployer ce genre de technologie. Et donc, ce qui nous permet effectivement d'avoir un champ qui, au lieu d'être émis à 360 ou à 120 degrés en fonction de la sectorisation des cellules, envoyé dans un faisceau, un beamforming, dans un faisceau dirigé. Actuellement, je n'ai pas les réponses à vos questions. Donc, je sais qu'en revanche, nos équipes, et d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls, ils travaillent de façon importante avec les équipes de la NFR pour justement savoir quels sont les niveaux moyens d'émission. Et a priori, je pense qu'en termes de valeur moyenne, on est absolument dans les mêmes ordres de grandeur. En tout cas, toutes choses étant égales par ailleurs, il faut qu'on arrive à comparer des choses comparables. Et par ailleurs, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de s'assurer que ce qu'on va faire au niveau des devices nous permet aussi de s'assurer que les émissions, alors pas seulement l'émission antenne, et parce qu'il y a moins de beamforming du côté device, permettent également d'avoir des émissions avec les niveaux que vous évoquiez tout à l'heure, qui sont spécifiques à chacun des pays, il faut quand même le rappeler. Ils ne sont pas aujourd'hui uniformes sur l'ensemble de la planète. Et donc, de fait, il faut qu'on s'assure que les devices qui sont vendus dans nos réseaux répondent aux exigences des autorités, donc de la FNFR sur cette partie, et on y veille. Donc, je n'ai pas la réponse à votre question, donc je serais ravi d'avoir un mail avec un email, voilà, un peu classique, avec des éléments sur lesquels on puisse vous répondre, et puis on reviendra vers vous. Juste pour respécifier, mais je pense que tu le sais
Mais c'est que la différence, c'est qu'on va émettre effectivement dans ce tunnel. Donc d'un côté, on va avoir une augmentation d'émissions par rapport à la 4G, encore qu'on reste dans les normes demandées. Et une fois de plus, c'est pas parce qu'on a plus d'émissions que c'est forcément plus dangereux, puisque pour l'instant, vraiment, toutes les études montrent que ça ne l'est pas. Donc, il y a toujours, quand on dit on va émettre plus, tout de suite, c'est que c'est plus dangereux. Bon, déjà, cette relation, elle est compliquée à faire. Mais d'un côté, on fait ça, mais de l'autre côté, on n'arrose pas toute la cellule. Donc, c'est pour ça qu'en moyenne, on reste dans des très bons, très bons rapports. Et finalement, il y a tout le reste de la cellule qui est moins arrosé. Donc, c'est ces études-là qui sont en train d'être faites à la NFR. C'est le résultat de charge voilà, entre le fait d'être dans un tunnel mais de ne pas arroser le reste ou d'arroser tout avec une moyenne inférieure. Il se trouve que la moyenne peut être inférieure au total. Mais c'est tout le fond de la question. Et tant qu'on reste, les usagers sont distribués comme ils sont aujourd'hui, ils n'ont pas changé de distribution suivant qu'ils utilisent de la 5G ou de la 4G. Non. C'est simplement la manière de faire balayer l'énergie qui change. Ouais. Mais en moyenne, ça va être la même. C'est ce que je disais. Par contre, l'énergie crêpe que va recevoir quelqu'un, elle va être 10 fois plus élevée. Et elle reste dans les normes. Mais elle reste dans les normes. Et après, il y a tout le sujet, est-ce que c'est dangereux ou est-ce que ça l'est pas? Donc, en tout cas, on reste dans les normes et effectivement, on concentre au moment de l'utilisation uniquement. C'est-à-dire que quand on n'utilise pas, on ne balance pas plein d'énergie. C'est pour ça d'ailleurs que ça consomme moins d'énergie. Ça consomme 10 fois moins parce qu'on l'utilise qu'au moment où on en a besoin. Les gens qui n'ont pas de terminaux ne sont pas arrosés. Voilà. Et quand on dort aussi, quand on dort, on n'est pas arrosé. C'est pas triste parce que dans un faisceau de 10 mètres de large, tout le monde prend dans une rue, il n'y a aucun but. Oui, on peut l'admettre. Les deux côtés en même temps. Mais enfin, jusqu'à présent, le système arrose largement sur toute la cellule. Non, mais parce que ce qui a été dit à un moment donné. Il y en a 80% qui va rentrer dans des bâtiments, il va être très diminué dans les bâtiments. Tout ce que ça pose, c'est l'usage de tout ça en extérieur avec l'effet que ça aura sur les gens qui sont à l'extérieur. En fait, ça va changer complètement les conditions d'exposition et les conditions de risque pour tout le monde. Ça change fondamentalement les choses. S'il y a du risque, parce qu'on est toujours inférieur on est toujours dans la norme. Oui, la norme, mais ce qu'on a dit et ce qu'on a entendu, c'est que ça allait émettre 10 fois plus. La norme date de 99, elle est basée sur des effets thermiques. Donc elle est complètement obsolète en soi, il faut simplement l'admettre. Donc on est en face d'un problème nouveau, avec des conditions nouvelles, et il est utile qu'on y réfléchisse tous collectivement, parce que c'est un vrai changement. On n'a jamais vu un changement pareil dans les conditions des ondes sur lesquelles on expose le public en général. On n'a jamais vu ça. C'est ce qui est fait. Ouais. Bon. Je propose qu'il y avait une autre question derrière. Oui. Oui, pour t'avancer sur le partage des documents, je suis surpris d'entendre que c'est à midi de demain parce que bientôt que Google Drive propose le partage des documents, mais c'était pas exactement le même partage de notre part. Ma question concerne le déploiement du très haut débit dans les pays non couverts. Alors, au tout début, Philippe présentait des pays pour lesquels on pouvait faire ce qu'on appelle le leapfrogging, c'est-à-dire il n'y a pas de la fibre, mais on passerait directement avec la 5G pour faire du très haut débit. Ma question, c'est dans la course pour ces pays non couverts aujourd'hui, on voit qu'il y a une démarche à base de micro ou mini-satellites pour faire du déploiement très haut débit, qui est en concurrence avec la fibre pour les pays qui l'auront fibré, et puis maintenant la 5G. Est-ce que vous avez une vision de ce qui se fait déjà sur finalement les meilleures voies ou est-ce que les choses vont se faire? Je sais que par exemple Laurent est très présent en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ce pays-là. Est-ce que la 5G va être une option? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'opérateurs style Elon Musk, Zuckerberg et autres qui financent des microsatellites pour faire des déploiements de très haut débit? Comment vous voyez les choses? Voilà, l'ordre de la 5G, merci.
Je vais répondre déjà à la première question, j'essaierai de répondre à la seconde après. La première question, oui, il y a Google Doc, mais chez Orange, en interne, il n'y a pas Google Doc. Voilà, donc, dommage. Bon, oui, ou 365, ça marche aussi, hein, mais on ne l'a pas pour autant. Donc, et quand on y a goûté, comme vous le faites remarquer, effectivement, on se dit que c'est quand même un outil super puissant. Que ce soit une marque ou une autre, on est en face pour dire que oui. Et donc, pour moi, c'est l'usage de demain. Je parque, la réponse. Pour répondre à la deuxième partie, qui est plutôt dire, mais bon, on parle des pays développés qui ont démarré la 5G, donc le Japon, la Corée, la Chine, un peu l'Europe, les États-Unis, partiellement. Et donc, quid du reste? Donc, sur les zones dans lesquelles Orange est présent, donc en Afrique, en MEA, où la question est posée. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait cette année? Voire l'année prochaine. Allons-nous démarrer de la 5G? Alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Bonne nouvelle pour nos finances, mauvaise nouvelle pour les clients. De toute façon, les licences 5G, ce n'est pas le sujet en Afrique. Donc là, déjà, vous mettez ça de côté, on n'en parle plus. Déjà, en Afrique, la seule chose qui nous intéresse pour l'instant, c'est d'avoir des licences 4G quand on n'en a pas. Donc, notre objectif aujourd'hui immédiat, c'est de couvrir ce qu'on fait en Afrique, en zone MEA, avec de la 4G. Et donc, la 4G, c'est deux choses que tout le monde n'a pas forcément tout à fait vu. C'est évidemment la data, c'est également du VoLTE, de la voix sur LTE. Je vous rappelle que la VoLTE, c'est un peu ce qu'avait fait Patrice avant de partir de chez Orange, mais elle l'avait fait sur le fixe, on l'a fait sur le mobile. Et guess what, ça marche. Et pour ça, ben, il faut qu'on mette tout ça en place, et pour l'instant, c'est pas encore complètement fait. D'accord? Donc ça, c'est un premier sujet, c'est ce qui nous importe. Et donc la question de suite, c'est de savoir est-ce qu'on fait de la 5G dans ces pays-là. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Est-ce que les réseaux satellitaires alternatifs, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, sont une solution éventuelle? Satellite, il a plusieurs choses. Il a des points positifs et des points négatifs. Point positif, c'est que ce n'est pas extrêmement cher pour déployer un réseau. De l'ordre, si je ne vais pas dire de bêtises, de mémoire pour ce genre de choses, c'est de l'ordre de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, Elon Musk actuellement, je crois personnellement, il doit avoir des centaines de milliards de dollars, il a de l'argent, il peut en gâcher. Il a même envoyé des voitures dans l'espace, il peut gâcher de l'argent, c'est pas un problème. Je suis pas certain que nous, en revanche, on puisse se en gâcher. On avait un accord avec un acteur qui s'appelle OneWeb, qui malheureusement a fait faillite ces derniers temps. En tout cas, c'était un acteur qui nous paraissait intéressant, et pour lequel on pense plutôt que c'est du complément de couverture. Le problème du satellite, c'est qu'on ne voit pas bien la capacité. Ça ne marche pas bien en indoor. Et je n'ai pas toujours l'assurance d'une qualité de service irréprochable, quand bien même les choses tournent et peuvent être en visibilité. Donc, ce n'est pas si simple. Et puis, ça, c'est la voie descendante. Puis la voie montante, il faut quand même se la faire. Alors, c'est certainement du line of sight, c'est sûr. Enfin, ça compte sur la batterie du device quand même. Hein. C'est quand même quelques milliers de kilomètres. Donc, il faut quand même avoir le terminaux qui vont bien. Et souvent, l'énergie là-bas, c'est un sujet quand même pour les clients. Et donc, si c'est pour faire que de la data, pour faire quoi derrière? Pour faire un Internet, pour faire quoi? Un routeur Wi-Fi peut-être? Il faut qu'on arrive à comprendre ce que ça veut dire. Et donc, derrière, il y aura toujours ces devices qui seront potentiellement en concurrence d'ailleurs avec les réseaux cellulaires. Et si c'est pour couvrir des zones peu denses, la question c'est est-ce que c'est rentable? Si c'est peu dense, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de marché. D'accord? Donc, il y a une question économique qui n'est pas si triviale. C'est certain qu'il y a des acteurs qui s'expriment, qui prennent position. Je ne vois pas beaucoup d'opérateurs investir, ou co-investir, parce que je pense que le principal intérêt, c'est de co-investir dans ce genre de choses. On a peut-être tort, hein. En tout cas, nous, on regarde, mais on était impliqués dans un seul et on n'est pas forcément, je dirais, pas encore, je dirais, motivés pour réellement se dire que c'est la panacée et l'alternative, la couverture large de ces pays. Les réseaux terrestres restent malgré tout d'une efficacité assez importante et qu'on essaie de privilégier dès lors qu'on a les bonnes bandes de fréquences. Hein. Si c'est dans des bandes de fréquences en dessous du gigahertz, on peut faire des choses quand même sympathiques, qui pas à moindre coût parce que ça coûte toujours très cher, mais on peut faire des choses intéressantes en 3G et en 4G. Peut-être des éléments là. Non, ça va. Merci. D'autres questions? Il n'y en a pas dans la salle. Moi, j'en ai une à poser. On a parlé tout à l'heure de la partie de la virtualisation
des fonctions de réseau. Et j'aurais voulu que vous élaboriez un peu plus sur l'impact dans les organisations et dans les rôles à la fois des fournisseurs et des opérateurs de l'arrivée de la virtualisation de réseau. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Je pense que c'est toujours pareil, c'est progressif, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à l'ORAN dont je parlais tout à l'heure. Oui. Donc, on va avoir quand même une première partie qui va être constituée de ventes traditionnelles, habituelles à nos clients traditionnels, sous forme de soft et de plateforme. Alors, soit à plateforme intégrée, c'est-à-dire qu'un Nokia, par exemple, va fournir la plateforme directement avec le soft dessus, soit Orange va préférer prendre son fournisseur de plateforme et va mettre notre soft sur sa plateforme parce qu'il y aura aussi d'autres choses sur la plateforme. Il y a un élément qui est assez important dès le départ dans ce qu'on va vendre, nous, c'est ce qu'on appelle des orchestrateurs. Parce qu'évidemment, on va avoir des bouts de trucs et il va falloir avoir des logiciels qui gèrent justement ces bouts de logiciels. Parce que si on prend la voiture connectée, par exemple, la voiture allemande arrive et donc elle est plus que connectée, elle est semi-autonome ou autonome. Donc, on ne va pas pouvoir aller sur l'applicatif voiture de monsieur machin qui arrive d'Allemagne à Stuttgart. Il va falloir avoir des plateformes de edge computing un peu réparties pour que la voiture arrive à freiner dans les temps quand elle va avoir besoin de freiner. Donc, on se prépare à ça avec des logiciels et des offres de gestion de plateforme d'orchestrateur. Et ça fait l'objet d'ailleurs de tests, des tests dont je parlais tout à l'heure, qui vont venir sur les plateformes, par exemple, qu'on va pouvoir monter avec Orange, c'est de tester ces orchestrateurs de plateforme. Donc, pour faire simple, dans un premier temps, on vend le logiciel décorrélé du hardware sous l'antenne. Voilà, on l'héberge, intégré ou pas, chez l'opérateur qui quand même est toujours celui qui maîtrise, et qui a les fréquences, etc. Donc, je sais pas, le monde différent au niveau des attributions de fréquences, il est pour très loin quand même. Et ça sera peut-être 6G là. Donc, si on prend 5G 10 ans, et encore, je ne sais pas si ça durera 10 ans, mais voilà, on est dans le même modèle avec des ventes de soft au lieu du hardware associé. Et nous, on a une offre et on aura une offre hardware et orchestrateur de réseau. Je vais peut-être rajouter un petit complément. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien les télécoms, s'il n'y en a pas dans la salle, il y a des gens à distance, je crois. Non, il n'y a personne à distance. Donc, le truc rigolo, c'est que dans le passé, dans le monde d'avant, quand Patrice était encore chez nous, on achetait des petites boîtes, alors chez Bleu, chez Nokia, Noir chez les autres, voilà. Mais on ne savait pas très bien ce qu'il y avait dedans. Il y avait une entrée et une sortie. Et on savait qu'une chose, c'est qu'elle faisait une fonction. Ou plusieurs fonctions. Et puis on mettait ces petits trucs, ces petites boîtes les unes à côté des autres, reliées par des fils, des câbles. Et puis à la fin, on avait un réseau qu'on pourrait qualifier de linéaire. Voilà. Et puis après, il est maillé, il est compliqué, et puis on le déploie. En gros, c'est ça le métier d'un opérateur. C'était ça le métier d'un opérateur. Donc l'objectif qu'on a fait ces dernières années, et d'ailleurs d'abord et avant tout parce que les Américains ont souhaité, ouvrir le marché à de nouveaux acteurs, en voyant que le monde de l'IT pouvait rentrer dans le monde des télécoms. Donc le monde de l'IT, c'est simple, vous prenez la même boîte, vous la découpez en deux, et une partie hardware, une partie logiciel. Donc le hardware, c'est des cartes électroniques, qui finalement sont assez banalisées. Vous mettez un X86 dedans, et puis derrière, vous faites un peu ce que vous voulez.
D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Finalement, toute la virtualisation, elle bénéficie à un acteur qui s'appelle Intel, je crois, parce que finalement, tout ce dont on parle là, c'est qu'à base de processeurs x86. Et il n'y a ni Qualcomm, ni personne d'autre d'ailleurs pour les concurrencer. Donc, premier sujet, déjà, les Américains ont repris le leadership. Bingo, bien vu. Et on n'a pas cherché d'alternative, même chez les opérateurs et même chez vous d'ailleurs, ce qui m'étonne. Premier point. Vous oubliez le hardware, du coup le hardware ça devient une commodité, et finalement c'est plus là, il y a la valeur. Donc la valeur éventuellement est dans le logiciel. Donc comme le logiciel de M. Nokia il est différent du logiciel de M. Ericsson, qui lui-même est différent du logiciel de M. Huawei, et idem pour ZTE, bah, la question c'est comment un opérateur peut s'approvisionner chez l'un, chez l'autre et chez l'autre. Et donc l'idée c'est d'avoir effectivement cette fameuse middle couche, enfin, cette couche, je dirais un middleware, une sorte d'OS réseau, où je fais des parallèles les plus normalisés possibles. Alors là, normalisation sur le sujet, c'est l'enfer. Mais j'en parle, je ne vais pas y rentrer. On rentre dans un monde open source, multi-acteurs. Et donc, ça a servi. Là, par contre, il y a un autre acteur qui a émergé, qui est ni Nokia, ni Ericsson, ni Huawei, qui s'appelle Red Hat. Donc voilà, encore un Américain qui a gagné. Il vient de se faire acheter, je crois, 32 milliards de dollars il y a 2-3 ans par M. IBM, la plus grosse acquisition d'IBM de tous les temps. Il y a du cash chez les Américains. Et puis, une fois qu'on a fait ça, finalement, la fonction dont vous évoque Marc, la valeur ajoutée d'un équipementier télécom réside finalement dans sa capacité à faire la fonction que les opérateurs avaient. Simplement, ces fonctions, elles ne sont plus cette fois-ci dans des boîtes linéaires qui se suivent les unes des autres. Elles sont toutes évidemment connectées, ou plutôt dans un data center qui est éventuellement distribué si vous avez besoin de plusieurs data centers sur un territoire. Et puis cette fois-ci, du coup, finalement, entre votre device ou votre équipement ou entre un certain nombre de choses, vous avez des va-et-vient vers un data center en fonction des fonctions que vous allez appeler à un instant T. Donc c'est très différent de ce qu'on avait en tant que réseau télécom, en tant que topographie de réseau, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait jusqu'à présent. On en est où? Et je ne parle même pas de la radio en général, on en est où? On en est aujourd'hui que toutes les nouvelles fonctions réseau sont plutôt développées sous le mode que je vais appeler virtualisé. Donc en gros, la plupart des fonctions qu'on achète maintenant sont virtualisées. On n'a pas encore quelque part un hardware normalisé, quand bien même le monde de l'IT nous explique que c'est normalisé. Moi qui fais de la normalisation pendant quelques années, je sais un peu ce que ça veut dire, et c'est tout sauf normalisé. Donc le mot évidemment est galvaudé, mais c'est fait exprès. Pour expliquer qu'évidemment tout s'interopère et tout fonctionne, mais c'est évidemment pas le cas. Donc, tout ça pour dire qu'on en est donc à cette partie-là. Donc sur le cœur de réseau, on commence de plus en plus à avoir des fonctions virtualisées. C'est un peu painful, et il y a des problématiques de sécurité qui sont évoquées et sur lesquelles on essaie de s'assurer qu'on n'a évidemment pas trop. Ça, c'est évidemment un point extrêmement important. Et on en est là aujourd'hui. Deuxième étape, ça c'était le cœur de réseau et il y a encore beaucoup de travail à faire. Deuxième étape, c'est maintenant, comme vous le savez, dans les réseaux mobiles, on a une interface relativement claire entre le cœur de réseau et l'accès, ce qu'on appelle le RAN, le Radio Access Network, donc le sous-système d'accès. Et maintenant, la question est de savoir, sous le sous-système d'accès, est-ce qu'on peut du coup virtualiser? Alors, le terme virtualiser, ça ne veut rien dire. On ne virtualise pas, évidemment, un réseau. On virtualise les fonctions d'un réseau. Donc, ça veut dire qu'elles sont simplement mises dans un data center plutôt qu'elles soient redistribuées sur chacune des cartes des antennes. Donc, en gros, au niveau de l'antenne, l'électronique devient extrêmement basique. Je vais tenter de vous dire que schématiquement, c'est faux ce que je dis, mais schématiquement, vous avez en gros que l'amplificateur. Et toute l'intelligence de traitement de signal, normalement, est remontée dans des data centers. Alors, évidemment, la question est de savoir à quelle distance ils sont des stations de base. Voilà, donc ça vous refait votre topologie de réseau que vous devez revoir. Et là, effectivement, du coup, si vous faites ça, l'objectif des opérateurs américains, encore une fois, je le dis parce que c'est important d'avoir ça en tête, a été de découper cette partie-là en petits morceaux pour qu'on réouvre des interfaces que ces messieurs, malheureusement, je suis désolé pour eux, mais quelque part, ils sont un peu à l'origine non pas de leur perte, mais de cette situation, n'ont pas voulu ouvrir quelques interfaces clés qui nous paraissaient importantes en tant qu'opérateurs. Et des acteurs très puissants que sont AT&T et Verizon ont réussi à ouvrir le marché d'une autre façon. Et malheureusement, je serais tenté de dire, à l'initiative, en tout cas au bénéfice des Américains, plutôt que du reste du monde. On en est là, je vous fais une petite histoire, je ne fais plus de réseau, donc voilà, je ne comprends rien, je ne connais rien, mais
j'ai à peu près vu ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années. Donc, on en est là aujourd'hui, et donc l'objectif des Américains, c'est de complètement ouvrir cette partie accès radio, sur laquelle donc Marc dit qu'ils veulent évidemment arriver à faire ça de choses, c'est très bien. Et donc, il va falloir qu'ils montrent aussi du goodwill hein, pour que, quelque part, Nokia reste Nokia, parce que je pense qu'ils ont des vraies valeurs par rapport à d'autres. Et la situation est celle-ci aujourd'hui. Donc, sur la partie radio, on n'y est pas. On n'a pas ouvert toutes les interfaces. Mais clairement, le sens de l'histoire fait que c'est la prochaine étape et il faut la faire évidemment la plus sioux possible. Et je serais ravi que les Européens réfléchissent à 3 fois avant de faire des choses qui ne devraient peut-être pas être faites, ou en tout cas, on peut peut-être le faire différemment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, ça veut dire qu'il faut faire intelligemment. Merci pour ces réponses. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais je pense qu'il intéresse aussi l'auditoire. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a atteint la butée pour notre table ronde, là. Et donc, il me reste à remercier nos 2 intervenants. Merci beaucoup de votre participation. Je souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci beaucoup.